Donc pour poursuivre dans l'éloge de la biodiversité et de la diversité, sur les traces de Bernard Chevassus, je voudrais féliciter la diversité des présentations, puisque on a eu des personnes qui s'occupent de la préservation, et on va voir à quel niveau les utilisateurs, qu'ils soient publics ou privés, peuvent intervenir et à quoi ils sont attendus à travers le protocole de Nagoya présenté par Thierry Butois. Donc dans le paysage, il y a de nouvelles règles qui apparaissent, puisque autrefois, il y a une quinzaine d'années, on ne se préoccupait pas de ces réglementations d'accès. Alors moi j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans au CNRS, et j'approvisionnais des laboratoires comme celui d'Angers, la faculté de pharmacie, avec Jean Bonton, Pascal Richaud. Je ne sais pas s'il y a des représentants de ces structures ici, mais on ne se posait pas énormément de questions. Les questions que l'on pouvait se poser, c'est est-ce que l'on a des espèces protégées, est-ce que, à travers la Convention de Washington, dite CITES, à travers des protections nationales, régionales, est-ce que la plante que l'on collecte est prélevée sur un terrain privé ou pas? Est-ce qu'il y a des problèmes de phytosanitaires? Il fallait les prendre en compte. Et des problèmes économiques, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand je travaillais au CNRS, il y a plus de 35 ans, je travaillais à la Gifs-sur-Yvette, et on faisait des collectes dans les zones tropicales, notamment en Malaisie, au Vietnam, pour approvisionner la recherche publique. Et donc, on a vu, puisqu'on suivait ça, quand j'ai rejoint le groupe Pierre Fabre, on est gros utilisateurs de végétaux, ça représente 40% de notre chiffre d'affaires, donc on était extrêmement sensible. Et donc, au début des années 90, on a suivi la montée de ces réglementations, dont la réglementation liée au protocole de Rio, et, pardon, à la Convention de Rio, sommet de la Terre, et au protocole de Nagoya. Alors ça pose un certain nombre de questions, et la plupart des utilisateurs, quand ils abordent quand on leur parle de Nagoya, quand on leur parle d'ABS, pour eux c'est un terrain qui est inconnu, qui est un petit peu effrayant, puisque ça mérite un petit peu d'explication, et la plupart des grands groupes, que ce soit pharmaceutiques ou cosmétiques, sont bien à l'aise avec ces questions-là. Il y a beaucoup de petites entreprises, notamment dans les biotechnologies, qui découvrent ces affaires-là. Avec un certain nombre de mots qui font peur, ABS, Access and Benefit Sharing, pour accès et partage des avantages, des droits souverains, TK pour connaissances traditionnelles. Donc je vais essayer en quelques minutes d'apporter un peu de clarté à ces notions. Alors il était un temps béni, depuis la nuit des temps, où l'homme pouvait utiliser les plantes sans avoir à se préoccuper de ces affaires-là. Et on l'a vu, au sommet de la Terre, la communauté internationale s'est réunie au chevet de la Terre, puisque la biodiversité était malade, l'environnement était malade, en disant on ne peut plus continuer comme ça, on va dans le mur. Donc ce qui a été décidé, c'est 3 points. C'est placer la souveraineté la biodiversité sous la souveraineté des États, la protéger et permettre son utilisation durable en demandant aux utilisateurs de partager à son entretien. Et puis comme à l'époque, tout ce qui était génétique semblait un Eldorado, il y avait eu l'arrêt Chakrabarty avec la Cour suprême américaine qui a rendu le 16 juin 1980 le brevetage du vivant possible. Donc tout ce qui était génétique, l'utilisation des unités fonctionnelles de l'hérédité, ça paraissait un Eldorado. Et puis à la fin des années 80, début des années 90, c'était la chute du mur de Berlin, c'était les années Thatcher, les années finances, où la communauté internationale pensait que si une chose n'a pas de valeur monétaire, ben, elle n'existe pas, elle peut la détruire. Et donc il a été décidé au sommet de la Terre en juin 92 à Rio de donner une valeur à la biodiversité, la placer sous la souveraineté des États, la protéger et de faire en sorte que son utilisation puisse permettre sa préservation, sa conservation et son utilisation de manière durable. Alors comme je vous disais, les ressources génétiques semblaient un Eldorado,
Donc les Américains, les États-Unis d'Amérique, qui étaient en pointe sur ces questions-là, n'ont pas, ils ont signé, ils n'ont pas du tout ratifié la Convention de Rio. Et parallèlement donc, au focus sur les ressources génétiques, il y a eu une montée une prise de conscience de l'importance des connaissances traditionnelles à travers ce que j'appelle la sortie des forêts des Indiens à plumes. Et donc, avec une reconnaissance de ces communautés. Donc, à partir du 29 décembre 1993, date d'entrée en vigueur au niveau international de la Convention de Rio, seules les ressources génétiques avec des unités fonctionnelles de l'hérédité et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques étaient protégées. Alors pour les utilisateurs, qu'ils soient publics, c'est-à-dire les universitaires, les centres CNRS, INRA et autres, et pour les utilisateurs privés, c'était une zone d'insécurité juridique. Parce que quand on utilise dans l'industrie cosmétique, pharma, qui est le domaine d'activité du groupe Pierre Fabre, des plantes, c'est pas pour aller faire des OGM, on les utilise pour les métabolites secondaires. Et là, il y avait une espèce de flou juridique qui a été clarifié par une réunion internationale à Nagoya, au Japon, en octobre 2010. Alors là, on voit la délégation, la présidence japonaise est extrêmement contente, puisqu'en fait, ils ont sorti du chapeau, hors délai, une solution qu'on appelle Quick and Dirty, hein, c'est rapide, et bon, c'est à peu près bon pour personne, et mauvais pour personne non plus, donc c'est une espèce de compromis mou, et qui a consisté à dire tout ce qui est dans tous les éléments de biodiversité. Alors la biodiversité, ce sont les végétaux, les animaux, les micro-organismes et les champignons. Et donc, ils ont décidé que tout ce qui était ressources génétiques était dedans, mais également tout ce qu'on appelle, de manière scientifique, les ressources biologiques. Puisqu'on voit bien que quand on a une molécule comme celle qui est présentée ici, ça n'a rien de génétique, parce qu'elle a une information à travers sa structure, mais elle ne permet pas de recréer l'organisme. Et donc là, depuis 2014, il y a une solution qui est claire, qui est en train d'être mise en œuvre. Alors là, on retrouve les trois objectifs qui ont été mis en place à Rio et ensuite déployés de manière pratique à Nagoya en précisant les conditions d'utilisation. Donc l'objectif, c'est de conserver la biodiversité pour les générations futures, de permettre l'utilisation durable, et cette utilisation durable va générer des moyens qui pourront être affectés à la conservation de cette biodiversité. Donc on tourne de manière vertueuse, de manière à préserver la biodiversité pour les générations futures. Alors, les exemples de partage de bénéfices peuvent être monétaires à travers des droits d'acquisition, des droits de collecte, des milestones ou des droits non monétaires, ce que l'on faisait avant sans le savoir. Quand au CNRS à Gilles-sur-Yvette, on accueillait des thésards, des postdocs, des pays qui venaient avec leurs plantes, on faisait du transfert de technologie de la fondation. Maintenant, ça a été mieux précisé. Le seul point que je vois, c'est qu'on a oublié dans ces définitions, cette présentation, la conservation de la biodiversité. J'ai été obligé de le rajouter à la main, puisque c'est dans l'article 1 de la Convention de Rio et dans l'article 1 du protocole de Nagoya. Il y a une très très forte attente des pays. Et juste à titre d'anecdote, je me suis retrouvé en 2007 dans une réunion au ministère des Affaires étrangères à Paris, qui était organisée sur l'Afrique subsaharienne, et j'ai fait une petite présentation sur l'intérêt des molécules, qu'on appelle les métabolites secondaires, pour l'industrie pharma, pour soigner l'humanité souffrante. Et ensuite intervenait le ministre de l'Environnement de l'époque, qui a dit « Je suis très content qu'il y ait le groupe Pierre Fabre qui soit là, vous allez pouvoir verser des milliards d'euros par an à l'Afrique subsaharienne, au titre de partage. » J'étais obligé de lui dire « Attendez, je suis désolé, on est à 1,3 milliard de chiffre d'affaires par an, donc on ne peut pas verser des milliards. On a des fournisseurs à payer, éventuellement des salariés, donc on n'est pas du tout dans la même échelle. » Donc il y a une attente extrêmement forte des politiques
qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, européens, de tous les autres continents. Il y a vraiment une très très forte attente qui pose un certain nombre de problèmes pour arriver à ce calme. Alors pour un but pédagogique, là, je vous remets les trois dates. Avant le 29 décembre 1993, la biodiversité faisait partie du patrimoine commun de l'humanité. On se préoccupait d'un certain nombre de points qui étaient en bleu tout à l'heure, mais pas de ces notions d'accès de partage des avantages. À partir de 1993 jusqu'en 2014, on avait une zone d'incertitude qui était résolue par le protocole de Nagoya, qui est en train de se mettre en place. Et la date de mise en place, c'est le 12 octobre 2014. Alors c'est passé dans une indifférence à peu près générale. J'avais essayé de susciter une prise de conscience à travers un article que j'avais fait paraître le 12 octobre 2014 dans Le Monde, mais ça n'a pas fait beaucoup de buzz. Il y avait une actualité sans doute sportive plus intéressante à cette période. Donc là, vous voyez que tous les éléments qui font partie de la biodiversité, mais certains pays qui étaient riches en biodiversité et qui s'étaient dit, puisqu'on leur avait dit, vous êtes assis sur un tas d'or vert, donc eux ils se sont dit, ben, on est comme l'OPEP, on va s'organiser en pays riche en biodiversité. Et donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe des 77 pays, les méga divers. Eux, ils avaient commencé à établir des règles en se disant, mais les labos pharma qui devaient apporter une manne considérable, soit en utilisant les gènes, soit en utilisant les connaissances traditionnelles, n'étaient pas au rendez-vous. Donc, vous vous retrouvez avec des pays comme le Costa Rica, l'Inde, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui ont pris des dispositions nationales avant même que le protocole de Nagoya ne s'applique et ne régule l'accès à ces ressources. Alors, parallèlement à l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya, l'Europe avait, le 16 avril, pris des dispositions à travers un règlement qui, lui, s'applique. Et ce règlement, il ne concerne pas l'accès, il concerne juste ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire que les 28 pays de l'Union doivent, à travers leur administration nationale, contrôler que les éléments de biodiversité qui sont représentés ici sont acquis légalement. Alors vous avez des pays comme l'Allemagne où c'est open bar, ça ne veut pas dire que les Allemands peuvent faire des infractions. S'ils font des infractions, ils ont des sanctions jusqu'à 50 000 euros, mais on doit tracer les choses. Et vous avez des pays comme la France qui ont décidé, parce qu'on a le deuxième domaine maritime au monde, ça a été rappelé lors des débats télévisés hier soir pour la primaire, vous avez à travers les territoires d'outre-mer une biodiversité terrestre également qui est extrêmement importante. Et donc, le 8 août 2016, une loi a été votée, et elle est parue au journal officiel de la République, et donc elle est en vigueur, même si tous les aspects ne sont pas complètement applicables. Et donc à ce jour, vous avez à peu près 80 pays qui ont ratifié le protocole de Nagoya, c'est-à-dire qui ont des dispositions nationales qui doivent être suivies. Alors, quelles sont les conséquences pour les utilisateurs? Qu'on soit public, privé, que l'on soit chercheur ou développeur, à partir du moment où on conduit des activités, on effectue des activités de R&D, à travers l'article 2C du protocole de Nagoya, on doit respecter cette réglementation. Donc ça, c'est pour l'aspect compliance. Et si vous récoltez vos plantes dans un pays qui a une réglementation d'accès, vous devez en plus être OK avec cette réglementation, la respecter. Donc chaque pays, comme je vous le disais, est libre de mettre en place, ça c'est l'article 15 de la Convention sur les diversités biologiques dite de Rio, est libre de mettre en place une réglementation d'accès ou pas. Par contre, à travers le règlement européen, le 511-2014, tout le monde, tous les utilisateurs des pays membres doivent être conformes aux réglementations en vigueur. Et donc là, je vous rappelle ce que c'est que la biodiversité. Vous avez, en dehors du champ, l'Antarctique, les eaux internationales et le corps humain, qui ne sont pas partie de ces affaires-là. Et donc, au niveau des contrôles, des sanctions,
ce sont les administrations des pays qui ont en charge cette affaire, notamment au sein de l'Europe. Et si vous avez, si vous commettez une infraction, notamment en France, mais pas que, vous exposez à des sévères amendes et un risque de réputation qui est extrêmement important. Alors pour les utilisateurs que nous sommes dans l'industrie pharma cosmétique, vous avez un gradient de risque à partir du moment où, quand on utilise une plante qui est classique, si vous ne faites pas de R&D, on est dans ce qu'on appelle le régime des commodités, c'est-à-dire qu'on prend du riz pour consommer du riz, on prend du riz pour faire des plats, pas de problème. Si on commence à prendre des plantes et que l'on leur trouve une nouvelle utilisation, là, il faut voir d'où elles viennent et la réglementation du pays. Et donc, quand on a un shampoing, par exemple avec du calendula, dans nos gammes chez Perfab, il n'y a pas de problème si on a une nouvelle présentation, si on change la qualité, on est toujours avec notre utilisation. Nouvelle formulation, ça ne pose pas de problème. Si on a de nouvelles indications, il faut commencer à poser des questions en termes de revendication sur le packaging. Les nouveaux composés, par rapport à l'activité. Et là, on est dans une zone grise, puisque pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jurisprudence. On ne peut pas dire, ben là, on franchit la ligne jaune, la ligne blanche, et hop, on se retrouve en infraction. Donc, on est en train, avec la Commission européenne, d'établir des guides de bonne pratique pour 7 domaines qui ont une valeur indicative, et donc on va voir comment ça va se passer en pratique. Et les règles sont relativement claires. Après, c'est l'interprétation, il faudra voir un peu comment ça peut se mettre en place. Si vous avez des plantes, des éléments de diversité qui viennent de différents pays, le fait de vouloir breveter est un élément de risque. C'est possible, mais il faut redoubler de vigilance. Tout ce qui est bioprospection est considéré comme extrêmement sensible par des pays riches en biodiversité, comme le Brésil, l'Inde, la plupart des pays tropicaux. L'utilisation des ressources génétiques est également extrêmement sensible, puisque quand vous utilisez des ressources génétiques, vous affranchissez des retours économiques que peuvent procurer des ressources sur place. C'est-à-dire que si vous avez un cas ou des cellules souches qui viennent de la biodiversité, vous mettez ça en fermenteur et il n'y a pas de retour. En tout cas, il vaut mieux développer l'activité locale et l'utilisation de ressources génétiques au sens strict est considérée comme extrêmement sensible. Et les connaissances traditionnelles, pour traditional knowledge, est le summum de ce qui est sensible. Alors tout ce qui est biopiraterie est considéré comme extrêmement à la mode, on l'a vu au niveau des rapports parlementaires, dans les industriels sont facilement des biopirates, dès qu'on utilise des notions de connaissances traditionnelles, des savoirs ancestraux. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement sensible. Et donc, il faut être extrêmement vigilant quand on travaille sur des plantes avec des connaissances traditionnelles associées. Alors, il y a eu des cas effectivement de biopiraterie, même si le terme biopiraterie n'est pas un terme qui est légalement valide. On parle de misappropriation en anglais, ou d'appropriation non légale, avec des cas, vous retrouvez les entreprises comme Monsanto, avec des brevets qui ont été accordés la plupart du temps par erreur. Si les offices européens et nationaux avaient fait correctement leur travail, ils n'auraient pas pu breveter des plantes dont l'utilisation est connue en médecine ayurvédique depuis presque une vingtaine de siècles. Donc ça, c'est pas normal. Il y a différents cas. Le secteur pharmaceutique a été également touché. Même la société Merck, une société américaine qui avait été montrée du doigt, qui avait été dit « mais c'est comme ça qu'il faut faire ». En 90, ils avaient négocié un accord avec le Costa Rica, avec l'Institut national de biodiversité, et c'était vraiment un exemple à suivre. C'était le phare d'Alexandrie du partage des avantages. Eh bien, malgré cela, même si c'était en toute légalité, c'est pour ça que
ici, je parlais d'illégitimité. Même s'il n'y a pas d'infraction à des réglementations, on peut avoir un risque sévère d'image. Et ici, il y a des organisations non gouvernementales qui ont réussi à trouver des communautés qui n'avaient pas été consultées lors du contrat entre Merck et le Costa Rica et qui ont protesté et atteint l'image de cet accord. Et plus près de nous, on a des collègues à Toulouse qui se sont fait accuser de biopiraterie. Et au mois de février dernier, il y avait le PDG de l'IRD, Jean-Paul Moiti, était obligé de se défendre. Ça passait en boucle sur France Info en disant on a pris un brevet sur une plante qui a été récoltée en Guyane, mais nous ne sommes pas des biopirates, donc il n'y a eu aucune affaire par rapport à ça. Donc il n'y avait pas d'infraction par rapport à une loi particulière. Et puis le secteur cosmétique a été également touché, je vous dis quelques exemples. Donc tout ça pour dire que, quel que soit votre domaine d'activité, soyez bien conscient des règles de manière à pouvoir les respecter et soyez méfiants parce que on peut se retrouver en trouble avec les meilleures intentions du monde. Alors au niveau des pays qui ont des réglementations d'accès et liées à l'usage de la biodiversité. On a vu tout à l'heure quelques pays qui avaient anticipé le protocole de Nagoya. Actuellement, il y a 92 pays plus l'Union européenne qui ont des réglementations Nagoya. Vous voyez que la France est ici en bonne place. Au niveau de l'Europe, on a un règlement qui est en place depuis le 12 octobre 2014. Et il y a des aspects un peu techniques où la totalité des articles, y compris le 4, 7 et 9 sur les contrôles et les sanctions, sont en place depuis le 12 octobre 2015. Et puis on a... pardon, là je vous parlais du protocole de Nagoya qui était, excusez-moi, en vigueur au niveau international depuis le dimanche 12 octobre 2014, et le règlement européen qui est en vigueur depuis 12 octobre 2014 et les articles 4, 7 et 9 depuis le 12 octobre 2015. Donc ça c'est sur la compliance, c'est-à-dire sur le respect des lois en vigueur, qu'elles concernent ou pas l'accès de manière spécifique. Et on a des pays qui sont riches en biodiversité, comme l'Espagne, la Croatie, la France, qui ont décidé de mettre une couche supplémentaire, c'est-à-dire de contrôler l'accès. Alors, voici la loi qui a été votée le 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité. C'est une loi qui est ambitieuse et dont le titre 5 précise les conditions d'accès aux ressources génétiques. Donc le partage juste et équitable. Alors c'est une loi cadre dont les décrets d'application sont encore en discussion. On y travaille actuellement. Avec comme caractéristique principale 2 dispositions. On peut dans un premier temps avoir un accès dit déclaratif, c'est-à-dire c'est de la recherche pour voir un peu comment ça se passe, à but non commercial. Et quand on est plus avancé, ou quand on décide que l'on veut faire de la recherche à but commercial, là, il faut négocier les autorisations. Alors, par rapport au pissenlit que je vous présentais sur la première diapositive, ce pissenlit, il fait partie du patrimoine commun de la nation. C'est-à-dire que si vous avez un pissenlit dans votre jardin, ce pissenlit, vous avez le droit d'être juste. C'est-à-dire que vous pouvez le brûler, le détruire. Par contre, si vous voulez faire de la R&D dessus, c'est un bien commun de la nation. Et donc là, vous devez demander l'autorisation de travailler dessus si vous faites de la recherche et du développement au sens de l'article 2C du protocole de Nagoya. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ces réglementations. Et les sanctions en France sont particulièrement sévères, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et l'amende portée à 1 million s'il y a eu une utilisation commerciale illicite. Alors, en pratique, comment ça se passe? Bon, pour la France, je vais vous montrer comment ça se passe, mais
c'est valable pour tous les pays. Donc il faut savoir si vous faites de la R&D ou pas, regardez le pays en question et à quelle date les choses se passent. Donc on y reviendra sur notre diapositive. Donc vous avez un site internet donc, qui est indiqué ici. Vous cliquez sur protocole de Nagoya, ensuite vous regardez la partie et vous allez voir par exemple la France. Et là vous avez les coordonnées téléphoniques, les emails des personnes ressources. Donc là vous avez le point focal CBD pour la Convention sur la diversité biologique nationale focal point, donc c'est la personne qui va vous expliquer comment faire pour accéder légalement à la biodiversité française en fonction de votre projet. Alors, ceci est valable pour tous les pays du monde. Alors les seuls pays qui sont en dehors de ça, c'est les États-Unis, je vous l'ai dit, parce que quand il y a eu la Convention de Rio, ils voulaient rester à l'écart, et puis il y a le Saint-Siège, le Vatican, qui a d'autres préoccupations que de valoriser sa biodiversité. Alors en pratique, quand on travaille avec, comme c'est le cas chez Pierre Fabre, dans mon activité, quand on veut travailler sur des plantes, il faut se rapprocher des autorités biodiversité. Donc il y a un peu de... Il y a différents types de personnes qui peuvent vous aider, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'il faut, c'est trouver sur le site ABS, sur le site que je viens de présenter, les personnes référentes. Et là, vous négociez avec eux de manière à établir ce qu'on appelle un consentement éclairé préalable et un contrat mutuellement accepté. Alors, en général, ça c'est la théorie. En pratique, ça se termine par un permis. En tout cas, il faut respecter la réglementation du pays. Et cette réglementation du pays va vous permettre d'avoir un accès pour faire votre recherche à titre académique ou privé, industriel, en échange de partage d'avantages, qui peuvent être monétaires ou non monétaires. Et ce qui est assez paradoxal, ce que l'on voit ici, c'est que ce n'est pas forcément les personnes qui vont, les communautés villageoises qui vont vous récolter des plantes, ceux qui vont faire le travail, qui vont toucher les fruits de ce travail, puisque c'est récupéré, entre guillemets, au niveau national. Même s'il y a dans plusieurs pays des dispositifs pour un partage avec les communautés villageoises. Donc une fois que vous avez ce permis qui est délivré par l'autorité nationale compétente ou le point focal, ça dépend des pays, vous le faites enregistrer par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, qui est basé rue Saint-Jacques à Montréal, au Canada, et vous avez ensuite un certificat de conformité internationale qui va pouvoir suivre votre matière première pour différents usages. Parfois, l'usage, vous allez avoir peut-être 10 kg, il y a 5 kg qui ne vont pas avoir besoin de ce certificat, mais quand les fournisseurs de plantes au niveau industriel se doivent, pour leurs clients, avoir ce certificat de conformité internationale. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour les autorités de biodiversité? C'est des points assez évidents, comme la description du projet, qui fait quoi, comment partager. Pardon, là je vois que le temps tourne. Et donc, vous avez un permis qui est limité dans le temps par rapport au projet, et vous devez faire du reporting. Tout ça est relativement classique. Donc là, je vous ai mis un exemple de permis d'accès pour une collègue de la faculté de pharmacie de Toulouse. C'est la même équipe qui a été dans le cyclone avec le fameux pochu de Guyane, Valérie Jullian. Donc c'est un document qui fait 5-6 pages et qui explique quelles sont les règles à suivre pour respecter l'accord. Et donc avec des résultats qui sont formalisés avec une grille de restitution des résultats notables. Alors en pratique, pour repartir chez vous avec des terres,
la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je fais de la R&D ou pas? Si vous ne faites pas de R&D, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ces questions-là. Le mieux, c'est quand même de vérifier. Et il y a un couple qui est important, c'est le pays, ce qu'on appelle le scope géographique et le scope temporel. Dans quel pays vous faites ça et à quelle date? Donc si vous avez acquis votre ressource avant les lois locales et avant le 12 octobre 2014, c'est-à-dire date d'entrée en vigueur au niveau international du protocole de Nagoya, pas de souci, vous avez un accès qui est libre. Si c'est après une loi locale et avant le 12 octobre 2014, là il faut être en conformité avec la loi nationale. Si c'est après le 12 octobre 2014 et que vous êtes en France, vous devez respecter le règlement européen 500-2014 et donc assurer la traçabilité, montrer que votre matière vient d'un pays avec lequel vous avez contracté ou vient d'un pays où il n'y a pas de contrat, mais au moins pouvoir montrer d'où ça vient et le justifier. Donc si vous avez votre plante qui vient par exemple d'Allemagne, il faut garder la traçabilité, de manière à montrer qu'elle vient d'Allemagne et pas de France, alors que la France réglemente l'accès. Donc ça résume assez simplement les démarches à suivre, avec la dichotomie. Donc au niveau du dernier message à garder pour aller rentrer chez vous, ABCD, quand vous travaillez sur les végétaux, pensez à l'accès. Est-ce que l'accès est réglementé ou pas? On a vu que l'Allemagne était open bar, la France ne l'est pas, l'Espagne ne l'est pas, la Croatie non plus, le Brésil pas mieux. Vous avez dans tous les cas de figure à vous préoccuper du benefit sharing, c'est-à-dire du partage des avantages. Est-ce que le pays vous demande ou pas, et quelles sont les conditions? Si vous travaillez dans un des 28 pays de l'Union, il faut être en conformité par rapport à un règlement européen, donc assurer la traçabilité. Et puis vous avez des dispositions un peu techniques de due diligence, c'est-à-dire quand vous avez des financements européens, quand vous mettez des produits sur le marché, il faut faire des démarches spécifiques. Donc, en conclusion, l'accès dépend de chaque pays. Chaque pays est libre de réglementer ou pas l'accès et de demander du partage des avantages. En France, l'accès aux ressources génétiques est réglementé depuis le 9 août 2016. Les utilisateurs européens doivent être conformes et respecter et faire leur due diligence. Et puis j'espère que, comme tous les utilisateurs et tous les pays fournisseurs, que le protocole de Nagoya permettra d'apporter de la sécurité juridique. Parce que c'est seulement en établissant des échanges d'utilisation durable de cette biodiversité qu'on va pouvoir faire tourner ce cercle vertueux et participer à la conservation de cette biodiversité. Et s'il n'y a pas d'utilisation, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Alors que s'il y a une utilisation, ça sera vraiment vertueux et tout le monde y gagnera. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour faire court. Et pour aller plus loin, vous verrez ça dans la présentation. Il y a un certain nombre de sites sur lesquels vous pourrez trouver des informations importantes pour respecter cette réglementation. Merci pour votre attention. Oui, vous me posez la question, la biodiversité doit ignorer les frontières. On peut très bien avoir des plantes intéressantes du côté dans un pays et dans un autre. Donc le bénéfice partagé, comment on décide à qui on va donner le bénéfice partagé quand on réclame pour une application industrielle une plante? Alors ça c'est une excellente question. Je fais des présentations jusqu'à 6 heures sur ce protocole de Nagoya, donc on ne peut pas détailler tous les articles. Il y a effectivement dans le protocole de Nagoya, dans ce qu'il a apporté par rapport à la Convention de Rio, des dispositifs qui permettent ce qu'on appelle le partage transfrontalier. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, le pissenlit, le fameux pissenlit, si vous devez partager avec la France, vous aurez peut-être 70 États, de l'Islande jusqu'à la Corée du Nord et du Sud, qui vont vous dire le taraxacum d'antinomide, si on le trouve aussi chez nous. Donc ça, c'est le point focal national qui va faire État, qui va se charger de ce partage transfrontalier. Donc ce n'est pas l'utilisateur. Mais c'est effectivement une disposition qui est prévue
et qui est tout à fait pertinente, hein, parce que la plupart des frontières, notamment dans les pays riches en biodiversité, n'ont pas suivi les écosystèmes. Elles ont été tracées depuis Paris, depuis Londres, depuis Berlin par les colonisateurs. Donc, c'est absolument pas pertinent par rapport à la biodiversité. L'élève, à l'échelle d'une entreprise comme Pierre Fabre, quelle est l'incidencement vous voyez en fait en termes de coûts additionnels en fait, pour disons passer en fait, voilà, sachant qu'on a différentes, vous avez dit il y a des anticipations qui sont tout à fait irréalistes. Est-ce que vous prévoyez que le système se stabilise à un niveau raisonnable et quel serait-il? Alors, d'un point de vue pratique, moi, vous l'avez compris, je suis un homme de laboratoire. Pour moi, c'est s'occuper de sa réglementation et dans des groupes d'expertise, de travail des fédérations, au contact avec les différents ministères impliqués dans ces affaires-là, c'est un préalable pour pouvoir exercer notre travail. Donc, effectivement, ça impacte l'activité de l'entreprise à travers les personnes qui sont détournées de leur activité initiale pour sécuriser, mais je pense que ça vaut le coup, puisque en termes de risque d'image, en termes de risque d'influence, de sanctions, on se doit de respecter la diversité. Et puis au-delà de ça, le groupe Pierre Fabre est une entreprise qui n'est pas comme les autres, hein, mais on dépend d'une fondation qui est reconnue d'utilité publique, hein. On n'a pas d'actionnaire à rémunérer, ce qui nous permet une certaine souplesse financière, hein, puisque personne ne va investir 10 € en voulant en avoir 12 un an plus tard. L'objet de la fondation, c'est d'aider les pays du Sud à améliorer leur système de santé. Donc on est dans un système vertueux et à travers ça, on se doit d'être encore plus vertueux par rapport au respect des lois locales et au respect de la biodiversité. Et on l'a vu à travers différentes manifestations, il y a un lien très fort entre biodiversité et santé. Et donc préserver la biodiversité, c'est quelque chose qui est important. J'ai travaillé, je vous l'ai dit, en Malaisie pour le CNRS il y a 35 ans. Quand j'étais dans l'état du Sabah, nord de Bornéo, nord-est de Bornéo, 98% de la forêt est une forêt primaire. Actuellement, on est à moins de 3%. Et encore, ce sont les chiffres du gouvernement fédéral malaisien. Et donc, quand on voit ce qui se passe dans ces pays-là, ce n'est pas seulement des palmes à huile qui sont plantées, pas seulement des femelles orang-outans avec leurs bébés dans les bras et qui n'ont plus d'écosystème pour vivre, mais également des populations autochtones qui vivaient avec des palmes et des sarbacanes qui sont paupérisées, SDFisées, je devrais dire, dans la périphérie des villes. Et ça, c'est vraiment insupportable. Et quand on voit au niveau de la santé, il y a des effets terribles. Quand vous coupez ces forêts tropicales humides primaires, vu les précipitations, toutes les parties superficielles partent dans les rivières, donc vous avez des poissons qui sont ventralaires, et rendre ces territoires incultes, des terrains qui deviennent latéritiques, ferritiques, c'est une véritable catastrophe. Et donc pouvoir dire la biodiversité est quelque chose qui est important pour préserver la diversité écologique dont parlait Bernard Chevassus, préserver tout un tas de traditions, préserver la biodiversité, préserver le rôle tampon que jouent les forêts tropicales. Quand on voit les règlements climatiques, il y a une partie de ces règlements qui sont dus à une déforestation effrénée.